Alors j'ai construit un appareil pour faire la gravité artificielle, l'antigravité. Donc il se crée cette espèce d'atmosphère d'espionnage, de secret d'État. Et on s'est rendu compte que le secret défense, il cachait quelque chose qui était relativement malsain. On voit très bien qu'il y a des liens de, disons, de la, comment dire, du complexe catholique. On peut se douter que c'est un coup monté des services secrets, mais de quel service secret? On ne sait pas. Et là, on s'est dit non, ça va plus du tout. Il n'y a pas de pétrole dans les granites. Et c'est là où Bonassoli, dit encore une fois, dit mais voilà, très bien. Bon, c'est pas du tout une supercherie. Là, je vous trompe depuis 2 ans, c'est vrai. L'exposé que je fais era tout faux. On a du mal à imaginer que tout ceci n'ait été qu'une blague et que ça a été trop loin. À qui ça a rapporté, comment l'argent est passé, personne n'en saura jamais rien. Le réflexe instantané des managers, c'est de dire tiens, un nouvel avion. Le 4 octobre 1957, dans le modeste village italien de Lurano, un homme scrute le ciel à l'aide d'un appareil étrange. C'est un tube qui a du gaz dedans, qui est le champ gravitationnel, quand il arrive, et il la transforme en un champ électrique. Au milieu de la machine, un écran comparable à un écran de télévision. J'ai commencé à penser de photographier un objet comme un système comme ça. Et j'ai réussi à faire un test sur le Sputnik. Et voilà qu'apparaît sur cet écran une petite boule argentée surmontée de 3 antennes très distinctes. L'homme prend son appareil à photo Polaroid et photographie l'écran. Et le tube, il transformait ça en image parce qu'il trace des lignes. Et il traçait des lignes lentement, il y avait une ligne par seconde pour former une image de 500 lignes. Il a réussi à photographier un objet de 58 cm de diamètre qui se déplace à 28 000 km/h et à 900 km d'altitude, c'est quand même pas mal. Le Sputnik, pratiquement, il y a une masse totale, qui est la masse totale déviée par canon sur la modulation du flux gravitationnel. Il faisait un signal de modulation. Il modulait le gaz dedans. Il a réussi à prendre en photo le satellite soviétique Sputnik 1. Immédiatement, il parcourt le petit village et montre à tout le monde son Polaroid. L'information va arriver à l'oreille de journalistes et cette information incroyable va faire le tour du monde. C'est un personnage étonnant que ce jeune homme. Il s'appelle Aldo Bonassoli. Il a 23 ans et il est un modeste réparateur de télévision. Et pendant des années, les magazines du monde entier vont parler des exploits d'Aldo Bonassoli. Alain de Villegas découvre en lisant, je ne sais plus quel journal, un article sur ce mystérieux photographe qui utilise des appareils extraordinaires sur son vélo, je crois, pour regarder, photographier les engins russes. Quand même tout à fait impressionnant à l'époque, de guerre froide. Alain de Villegas, le comte, est lui aussi un original. Alain de Villegas est d'une très vieille famille aristocratique belge. Il a d'ailleurs un nom espagnol, ça date. Il possède un château superbe aux portes de Bruxelles, le château de Rivieraine.
Il a été riche, il a dépensé énormément d'argent déjà dans des recherches assez farfelues, ou qui peuvent le sembler. Sa marotte actuelle, c'est l'eau. Il cherche un procédé pour la purifier. Et sa quête est avant tout humanitaire, car ce procédé, il entend le mettre au service des pays pauvres. Et bien entendu, il est persuadé qu'Aldo Bonacioli est l'homme de la situation. En septembre 1964, notre comte belge débarque à Milan pour rencontrer Aldo Bonacioli. Une véritable complicité va s'installer immédiatement entre les deux hommes. Puis ensuite, ils parlent de leurs inventions respectives, de leur volonté de porter au plus haut sommet la physique et puis la chimie avec les histoires d'eau de mer. Et je crois que ça commence comme ça, le couple commence comme ça. Ils vont essayer en vain de dessaler l'eau de mer et en définitive, ils vont se rabattre sur la recherche de nappes phréatiques. Très rapidement, Aldo met au point plusieurs machines qui permettent de détecter l'eau et même de voir à travers le sol. Et là, nous avons fait les premiers tests. Nous avons travaillé environ 6 mois à trouver le système. C'est en recherchant un financement qu'Alain de Villégas va rencontrer un avocat qui deviendra le personnage clé de l'histoire. Il s'appelle Jean Violet. Maître Jean Violet, qui a été un homme important des services français, qui d'ailleurs, pendant la guerre d'Algérie, avait une utilité très importante, puisqu'il faisait la liaison notamment avec le Vatican, et puis avec un certain nombre de pays émergents pour obtenir leur vote aux Nations Unies dans le camp de la France. C'était un diplomate de Londres. Il serait lui-même un membre influent de l'Opus Dei, la Santa Mafia. D'ailleurs, tous les membres de son entourage semblent faire partie de l'Opus Dei. Maître Violet dirige un important groupe d'influence, c'est le Cercle Pinet. Antoine Pinet, ancien président du Conseil et homme politique adoré des Français pour son bon sens, est un conservateur. Le Cercle Pinet est un groupement d'hommes politiques de droite catholique qui diffusent une idéologie anticommuniste. Là, on a toute l'influence de la dynastie autrichienne qui essaye, à travers le Vatican et à travers ses réseaux, d'avoir une influence forte dans la construction européenne, et qui l'a eu d'ailleurs. C'est ainsi qu'Aldo Bonacioli et Alain de Villégas vont faire une démonstration à Maître Violet. Jean Violet est suffisamment impressionné pour proposer l'affaire à son ami Carlo Pesanti. Pesanti, c'est le roi du ciment européen. C'est aussi le banquier du Vatican. Il fait partie de la loge P2 du Cercle Pinet. Donc tout naturellement, il va devenir le banquier de l'opération. M. Pesanti, il a financé 3 ou 4 puits. Et là, il a donné des choses suffisamment bonnes jusqu'à 150 mètres. En dessous des 150 mètres, l'appareil, il n'arrivait pas. Le résultat des tests réalisés en Espagne et ailleurs ne permettent pas aujourd'hui de dire si un jour ils ont trouvé de l'eau. Pourtant, la machine de l'inventeur avait réussi à produire une image directe de l'eau. Vous aviez pris des photos de l'eau? Oui. Là, nous avons commencé à prendre des photos. Violet est très impressionné par ces images. Au cours de ce périple espagnol qui durera tout de même plus de 3 mois, un homme est souvent présent. Lui aussi fait partie du Cercle Pinet. C'est Philippe Devecq, le puissant patron de l'Union des banques suisses, UBS. Philippe Devecq est quand même le président de l'Union des banques suisses et il accepte de devenir le patron de Fisalma et ensuite le président de l'omnium minier créé entre l'Union des banques suisses, ce sont quand même pas des plaisantins, Fisalma, c'est-à-dire Philippe Devecq, et Elf. En réalité, il y avait un autre homme sur les lieux, c'est le révérend Père Dubois, un curé, mais qui en fait dirige les services secrets du Vatican. Le Père Dubois est en effet, je crois, le confident de Philippe Devecq. Il est très proche de lui. Quelles sont leurs relations exactes? Est-ce qu'il l'influence? Est-ce qu'il ne l'influence pas? Je ne sais pas. Mais enfin, ils y sont très proches.
Le système de prospection de l'eau qu'elles ont inventé n'a jamais prouvé son efficacité. Arrive 1973. C'est le premier choc pétrolier. Le prix du pétrole est multiplié par 15. Et cela donne des idées à Alain de Villegas. C'est à partir de ce moment-là que l'équipe décide de chercher du pétrole en lieu et place de l'eau. L'eau qu'on recherchait et qu'on recherche toujours d'ailleurs, elle se situe entre quasiment la surface et puis 100, 150 mètres, 200 mètres maximum de profondeur. Ça n'a rien à voir avec les gisements pétroliers qui, eux, se situent entre 1000, 2000, 3000, 4000 mètres. On change complètement d'échelle, donc les mesures électriques ne pouvaient toujours pas servir et peuvent toujours pas servir aujourd'hui à rechercher du pétrole. Il faut vraiment une instrumentation tout à fait différente. On était forcé d'être quand même sceptique vis-à-vis de... C'était tellement extravagant ce qu'il racontait même. Peut-être parce que je ne suis pas du tout physicien et du tout chimiste, ça me semblait extraordinaire. Et des histoires comme ça, de vision à travers le sol, dans une carrière d'avocat, on en voit passer quelques-unes. Pesanti est plus circonspect. Il demande à ce que des tests aériens soient réalisés. Il va faire équiper un DC-3. Cette affaire a commencé avec l'aide de Pesanti, avec des expériences qui auraient été menées avec succès, si j'ai bonne mémoire, en Espagne, en Libye et en Iran. Pesanti aurait été convaincu. Là, c'est bien marché. Là, c'est très bien marché, mais il avait déjà fait des trous. Villegas confirme un grand nombre de gisements existants. Mais Violet et Pesanti veulent passer à la vitesse supérieure. C'est bien de détecter des nappes connues. Ce serait mieux de découvrir de nouveaux gisements. Ils cherchent une destination pour prospecter. Après, nous sommes allés en Afrique du Sud. Nous sommes restés beaucoup en Afrique du Sud. Nous sommes restés 2 ans. Un forage démarre au Zululand. Hélas, après plusieurs mois d'efforts, c'est l'échec habituel. Pas de pétrole. Bonassoli contrôle alors le sous-sol avec sa machine. Et il montre à Violet l'image obtenue. Quelle malchance! Le forage est passé à côté de la nappe de pétrole. Après 2 ans de prospection, ils ont écumé plusieurs pays, mais ils n'ont jamais réussi à faire jaillir une goutte de pétrole. Pourtant, ils y croient toujours. La France est un des derniers pays dans lequel les inventeurs ne sont pas encore grillés. Alors, Violet a décidé de jeter son dévolu sur le groupe national Elf et Rap. La mouvance politique de Elf et Rap, d'après ce que l'on a pu voir dans l'histoire, c'était une mouvance très, très gaulliste, très axée sur l'Afrique, sur les réseaux Foccart. Et Guillaume, son patron, avait été à la fois ministre des Armées, puis très lié à l'action secrète du pays, c'est une évidence. Maître Violet va s'adjoindre plusieurs parrains. Parmi eux, le vieux Antoine Pinet, toujours ravi de servir d'intermédiaire pour Maître Violet. Il rencontre ensuite le banquier suisse Philippe Devecq, le patron de l'UBS, qui accepte de cautionner le projet auprès d'Elf. Mais la première approche d'Elf est assez simple, car le responsable de la sécurité de la société pétrolière, Jean Tropel, est un ancien du SDEC, qui fréquente les mêmes organisations catholiques que Violet. On voit bien que la sécurité de Elf, qui va chapeauter, la sécurité de Elf qui va chapeauter toutes les recherches et toutes les expériences, est menée par un garçon qui s'appelait Jean Tropel, qui était, je crois, colonel, me semble-t-il, et qui était très connu des services, puisque c'était lui notamment qui avait monté la lutte contre l'OAS, contre les réseaux OAS en Espagne. Il avait été consul de France en Espagne, à Valence ou Dieu sait où, pour mener justement cette action contre l'OAS. Avec une telle communauté de pensée, Violet sait que Tropel va l'écouter avec bienveillance. Violet était un homme du SDEC à l'époque,
le numéro 3 ou le numéro 4, c'était pas n'importe, c'était pas le concierge. Il était tout à fait normal qu'ils connaissent Tropel qui appartenait à la même maison, et il était tout à fait normal que Guillaumat, qui longtemps avait chapeauté cette honorable organisation, d'appréhender ce qui lui était dit par des gens auxquels je pense qu'il avait confiance. Il explique que les inventeurs sont belges et italiens et n'ont aucune envie particulière d'aider la France. Si Elf ne s'empare pas tout de suite de l'affaire, les inventeurs risquent d'aller chez Exxon, le très gros concurrent américain. Est-ce qu'à partir de ce moment-là, Tropel a travaillé pour Violet en sous-main, en pensant que c'était dans l'intérêt de la France? C'est possible. En décembre 1975, Jean Tropel, le responsable de la sécurité d'Elf, entre dans le bureau de Gilles Ruttmann, le directeur des productions. Tropel essaie de lui vendre le projet en lui apportant des arguments de choix. Ce sont les prises de vue de la nappe de pétrole du Zululand en Afrique du Sud. Photos faites à travers plus de 5000 mètres de sous-sol. Ces photos, qui avaient tellement impressionné Violet, désarçonnent Ruttmann. De plus, la qualité des gens qui parrainent ce dossier l'empêche de mettre en doute la réalité de ces clichés. Il faut bien voir qu'à l'époque, l'obsession était telle, obligation de baisser les coûts d'exploration absolument prohibitifs, que toute tentative dans ce sens-là était la bienvenue. Le coût d'un forage peut atteindre 100 millions de francs en fonction de la profondeur à atteindre. Si un procédé permet de forer à coup sûr, les frais de prospection disparaissent au plus grand bénéfice de la compagnie pétrolière. Il n'est pas étonnant que M. Ruttmann ait été tenté par l'expérimentation de cette boîte noire, en toute légitimité. C'est un esprit extrêmement ouvert. Cela pourrait être un secret extraordinaire. Et si nous parlons de secret, c'est parce qu'un tel procédé ne peut pas être divulgué au risque de voir les concurrents s'en emparer. Le brevet finit tôt ou tard par passer dans le domaine public. Donc la règle, c'est de se taire et d'avancer avec l'avance technologique qu'on a acquis par rapport à la concurrence. Il est donc impossible de déposer un brevet. Tout doit reposer sur le secret le plus absolu. Cette affaire du secret absolu, c'est ni Bonassoli ni Villegas. Ça, c'est clair. Ça, c'est le côté français, qui impose le secret d'État. Bon. Pourquoi? Et donc, c'est du côté français qu'il peut y avoir un intérêt. Et attendez, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'assurer l'indépendance énergétique de pays. Ce sont des objectifs qui sont fondamentalement stratégiques. Donc, c'est quasiment le secret défense. On joue là les grands équilibres d'un pays avec l'énergie. Le 19 février 1976, Pierre Guillaumat, le président d'Elf, donne son feu vert pour le début des négociations. Il est prévu d'organiser une série de tests. C'est très difficile de se prononcer sur la valeur d'un système qui est une boîte noire dont on ne connaît rien. Et encore une fois, je dis, il n'y a que l'expérimentation qui va révéler la valeur de la méthode. Les inventeurs disposent de 2 machines. La première, baptisée Delta, est embarquée dans un avion. Elle émet un bip lorsqu'elle survole une nappe d'hydrocarbures. Elle permet d'évaluer la nature et la taille du gisement. La seconde machine, baptisée Omega, est installée au sol et permet de visualiser sur un écran des images fixes du sous-sol. Paul Alba supervise les tests. Elf loue un DC-3 et y installe la machine Delta. Pourquoi quand même des gens importants ont cru à cette affaire? Effectivement, un avion embarque le matériel avec Bonassoli et ses manettes, plus des spécialistes, des Français, pour vérifier que tout ça fonctionne bien et qu'il n'y a pas de truc. Et celui qui est dans l'avion à la tête des spécialistes français, c'est Jean Tropel. Le seul critère, c'était l'expérimentation. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est fiable? Pour ça, il y a des calibrations qui se font facilement sur les champs existants. Il y en avait déjà suffisamment à l'époque pour opérer ce système, voir si ça marchait. Maintenant, encore faut-il que ces expérimentations soient faites honnêtement. Tous les chiffres donnés par Bonassoli sont justes. C'est un sans faute. Paul Alba, sûr de lui, valide la machine Delta. Mais la machine Omega va faire encore plus fort. Placée sur le site de Lannemezan,
Omega va zoomer sur un écrou situé à plusieurs milliers de mètres de profondeur. C'est un forage qui s'est cassé à 1200-1500 mètres. Alors nous avons fait voir un boulon qui tient la tête du puits. C'est incroyable. Aucune technologie connue ne peut réaliser un exploit de cette nature. Puis, Paul Alba, pour faire une ultime vérification propre à parer à toute supercherie, décide de placer la machine sur un gisement détecté par ses géologues 23 jours plus tôt. Un dernier puits connu de seulement Elf parce qu'il ne l'a jamais exploité. Et bien entendu, Omega donne exactement la profondeur et la taille de la nappe estimée par les experts d'Elf. Une manipulation à ce niveau serait tellement énorme que personne n'ose seulement l'envisager. À moins que les inventeurs n'aient alors bénéficié d'informations confidentielles de la part d'un employé d'Elf. Ce sont ces expériences qui vont conduire à la conclusion du premier contrat, en 1976. Pour avoir l'exclusivité sur le procédé pendant 1 an, la société Elf va accepter de payer 200 millions de francs suisses. Et c'est à partir de là que le financement va se faire disons, d'abord très fortement, et deuxièmement qu'apparaît cette idée entre Villegas et le groupe Elf qu'il faut développer. Et il faut développer dans le plus grand secret. Il faut développer dans le secret du secret, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas dire que l'affaire est secrète. C'est vraiment, on boucle ça sous le sceau du secret de la défense nationale. C'est le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui va imposer le secret pour que son Premier ministre, Jacques Chirac, ne soit pas du tout au courant de cette affaire. Pourquoi? Parce que de toute façon, ils sont en conflit. Giscard valide le contrat et autorise Guillaume à enfreindre toutes les règles administratives pour conserver le secret. L'argent qu'Elf devra emprunter ne passera pas par les autorisations nécessaires à toute entreprise publique. De même, ni le SDEC ni la DST ne doivent être mis au courant. Il est normal que l'état-major d'Elf-Aquitaine ait un système de renseignement pointu, documenté, pour savoir dans quel contexte elle va agir. Et elle doit agir pour réorienter ses activités. Donc on dépend, comme toute armée, elle a ses services de renseignement. Donc il se crée cette espèce d'atmosphère d'espionnage, de secret d'État, et tout le monde travaille là-dedans. Le projet X est lancé sous la direction de Paul Alba et de Jean Tropel dans le plus grand secret. Et on commence à forer. Elf reprend les forages en Afrique du Sud au Zululand, ainsi que quelques forages en France sur indication de la machine de Bonassoli, à Casteralou et à Montaigu. Le 5 août 1977, Albin Chalandon remplace Pierre Guillaumat à la tête d'Elf. Mais c'est Guillaumat qui continue d'assurer la relation entre Elf et les inventeurs. Le 20 septembre 1977, le forage de Montaigu est arrêté à 4483 mètres. C'est un échec total. Mais personne ne se demande pourquoi le forage n'a pas rencontré le pétrole alors que la machine voyait la nappe. Ils ont passé à travers, parce qu'eux, ils ont fait 2000 mètres. La cimentation, il a bloqué tout dedans. Pratiquement, le pétrole ne sortait plus. Personne ne veut remettre en cause le système. Le forage a dû être dévié et passer à côté de la nappe d'hydrocarbures. Une fois encore. Quelle malchance! Ça s'est réalisé plusieurs fois. On passe à travers une couche productrice qui ne s'est pas vraiment manifestée parce que le poids de la boue de forage était trop lourd. Donc on a tué la formation au passage et on est passé à côté de gisements importants. Elf exploite les machines des inventeurs depuis maintenant presque 2 ans et aucune goutte de pétrole n'est venue en confirmer le bon fonctionnement. Il faut pourtant déjà renouveler le contrat au risque de le perdre au profit d'une firme concurrente. Attendez, il y a une deuxième affaire qui va d'ailleurs entraîner finalement les plus gros versements. C'est quand même l'histoire absolument extravagante
de la détection du sous-marin nucléaire français Le Terrible à la sortie de l'île Longue. Nous travaillons sur la côte du Nord, con l'avion. Nous avons monté l'avion, l'appareil qu'elle a construit pour aller avec l'avion. Et après, c'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Que je ne peux pas dire. À l'époque, le CER faisait des survols sur la mer d'Iroise, parce que là, on n'a jamais trouvé un gramme de pétrole, mais il était dit qu'il devait y avoir du pétrole en mer d'Iroise. Donc, voilà les avions qui vont renifler la mer d'Iroise. Et un beau matin, la machine de Bonassoli se met en branle et dit « Oh là là, là, il y a une masse métallique très forte, à tel endroit, avec une précision tout à fait claire. » Les gens des services de sécurité étaient à bord de l'avion. C'est pas Bonassoli qui l'invente. Bon. Et on apprend, or ce renseignement remonte à l'état-major de la marine, ou est censé remonter à l'état-major de la marine. Et cela revient en disant, mais c'est extraordinaire, on a réussi, avec le procédé Bonassoli, à détecter un sous-marin nucléaire. Souvenez-vous qu'à cette époque, la détection d'un sous-marin nucléaire, c'était absolument impossible. C'est ce que l'on disait partout. C'était l'arme absolue, parce qu'on ne pouvait pas la détecter. Et là, voilà que, effectivement, le Terrible ou le Redoutable sortent de la base de l'île Longue à telle heure, à tel endroit, sur telle route, et la machine de Bonassoli le voit. Et c'est certifié par qui? Par la sécurité qui est tout autour. À partir du moment où il y a ce problème avec finalement le gouvernement français, ça devient une affaire d'État. Et c'est pour ça qu'on vous prend vos machines. Exact. Alors, est-ce que c'était une deuxième supercherie pour montrer qu'en effet, le secret absolu devait être maintenu? On était dans des périodes de brouille, là. Ça commençait à branler dans le manche. Bon. Là, brusquement, on revient, mais alors là, c'est le secret le plus absolu. Le 24 mai 1978, le forage de Castéra-Loup est arrêté à 3311 mètres. Il n'y a pas plus d'hydrocarbures qu'à Montaigu. Le forage est encore passé à côté de la nappe. C'est la deuxième fois que la machine des inventeurs voit du pétrole sans que le forage le confirme. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne freine absolument pas la signature du nouvel accord. Le 24 juin 1978, un accord est trouvé entre Elf et les inventeurs. Le transfert de savoir-faire se fera contre une somme de 500 millions de francs suisses, payable en 2 versements. Aldo Bonassoli va désormais recevoir les experts d'Elf au château de Riviérenne pour leur enseigner le secret des machines. Quand ils m'ont dit, vous devez faire l'exposé et révéler tout. C'est là que moi je ne verrai pas. Alors là, je fais... Oui, parce qu'il fallait faire passer la connaissance aux ingénieurs d'Elf. Oui. Donc c'était dans le contrat entre De Villegas. Oui, il y avait le contrat, moi je ne savais rien. Vous ne saviez pas du tout que c'était dans le contrat? Non, je ne savais rien parce que toutes les réunions qu'ils faisaient, je mis toujours à côté. Alors quand moi je suis venu savoir ça, moi je dis je ne viens pas. Parce que pratiquement il ne me reste rien. Moi je n'avais aucun contrat, c'est ça le problème. Moi je prenais 350 000 livres par mois et rien d'autre. Lorsque les experts ressortent de leur séance avec Aldo, on peut lire à chaque fois la même perplexité sur leur visage. Ils n'ont strictement rien compris. Vous décidez, vous dites, bon, moi, je ne veux pas leur donner le secret. Oh, oui, je le fais comprendre parce que
Je déviais tout. L'exposé que je fais era tout fausse. Quand vous faites l'exposé devant les ingénieurs Delft, Exact. vous leur dites n'importe quoi. Oui. Et lorsque l'on envoie quand même des polytechniciens, c'est pas n'importe qui, à Rivière-Rennes, dans le laboratoire de Bonassoli, où il fait n'importe quoi. Bon, un jour, il dit que ça a explosé, qu'il est plein d'uranium, qu'il était irradié. Tout ça se passe dans une atmosphère absolument, à mon avis, loufoque. Mais ces équipes de polytechniciens très sérieux prennent des notes, font des rapports, ils font des rapports. Il y a des comptes rendus. Et c'est vrai qu'en plus, à l'époque, si je me souviens bien, en pleine expansion de la physique atomique et nucléaire, on se posait la question sur ces particules gravitationnelles, le fameux graviton. Je crois que ça vient aussi de là. Les gens ont réellement cru que ces nouvelles théories physiques allaient les amener à avoir une cartographie profonde du sous-sol. Et petit à petit, les techniciens Delft se forgent la conviction que les inventeurs ne jouent pas le jeu et qu'ils n'ont aucune intention de leur livrer leurs secrets. Même si les tests, paraît-il, étaient concluants, certains géophysiciens se sont violemment opposés au système quand on a commencé à nous faire chercher du pétrole dans les granites. Et là, on s'est dit non, ça ne va plus du tout. Il n'y a pas de pétrole dans les granites. Aldo Bonassoli leur cache des choses. La crainte qui les envahit n'est pas celle de s'être fait duper parce que l'invention n'existe pas, mais de se faire duper parce que les inventeurs veulent garder le secret pour eux. Il se crée cette atmosphère de conflit, qui va mener d'ailleurs finalement à l'arbitrage Pinet, parce que le transfert des connaissances qui devait se faire entre Rivière-Rennes et Elf ne se fait pas de la façon dont c'est souhaité. D'où l'arbitrage de Pinet, qui bloque 150 millions de francs suisses dans les comptes de Fisalma chez UBS. C'est à partir de là que la phase contentieuse va commencer. Le 13 décembre 1978, le forage du Zululand est abandonné à plus de 6000 mètres de profondeur. Impossible de descendre plus bas, il n'y a pas une goutte de pétrole. Le forage a coûté 109 millions de francs. Nous avons détecté pas de pétrole. Nous avons détecté qu'il y avait des dépôts de pétrole. Vous savez, en Afrique du Sud, pratiquement, il y a du charbon. Dès qu'il y a du charbon, il n'y a pas de pétrole. Et pratiquement, il y avait des dépôts d'où ils ont retiré le sel. Pratiquement, ils ont mis du gaz, ils ont mis le pétrole. Elf, qui en a marre de ses secrets, parce qu'il faut envoyer, il y a quand même, à Rivière-Rennes, il y a toute une équipe de garde, armée, qui garde la propriété. Comme il y a toute l'affaire des pilotes. Il y a une flotte d'avions à ce moment-là, avec une partie de l'aéroport de Zaventem qui est occupée par le CER, par la compagnie d'aviation. C'est quand même pas n'importe quoi. Bon, ça commence à devenir un peu voyant. Les Belges se disent, mais qu'est-ce que c'est que ces avions qui décollent toute la journée avec des appareils bizarres? Il y avait déjà préparé le laboratoire de Rueil en périphérie de Paris. Et pratiquement, ils ont commencé à dire qu'il sera beaucoup mieux transporter tous les appareils à Rueil. Ce sont les Français qui demandent à ramener à Rueil, dans un laboratoire monté par Elf, toutes les recherches qui se passent en Belgique. Quand j'ai vu que l'appareil est à Rueil, moi je suis retourné en Italie. Et c'est là où apparaît la brouille, parce que Bonassoli dit « je ne viens pas ». Alors, est-ce que Bonassoli dit « moi, alors ça, si je suis à Rueil, là, je ne vais pas pouvoir faire le clown longtemps, comme dans mes couloirs et mes souterrains du château ». Ou plus simplement, vient-il de réaliser qu'il va se retrouver tout seul en face de tous les scientifiques, et qu'il sera alors obligé de leur ouvrir sa machine. Et vous ne vouliez pas aller à Rueil? Oh non, le monsieur de Villegas qui ne voulait pas aller à Rueil. Parce qu'il s'est dit, nous partons à Rueil, là il reste tout à la Elf. Toute affaire va devenir brusquement une affaire d'homme, une affaire psychologique. Et toute la réflexion pendant au moins 1 an, ça veut dire, mais comment décider
Aldo. Un avion officiel vient finalement chercher Aldo. Et la Elf, M. Guillaume, il y avait sur l'avion de la Elf, M. Guillaume, M. Ruttmann, et après qui encore trois, ils sont venus à Milan me prendre. Cet épisode prouve bien qu'en avril 1979, soit 4 ans après le début de cette affaire, personne n'a le moindre doute sur l'efficacité de la machine inventée par Aldo. La clé de toute cette affaire, et c'est pour ça que l'affaire du sous-marin est très importante, puisque le secret du secret qui était au départ, qui était un secret de nature économique, bon, donc c'est une histoire de fric finalement. Ici, on dépense beaucoup d'argent pour rien, qu'on se bagarre avec l'inventeur, etc. Puis on avait encore dépensé que 250 millions de francs suisses. Bon. L'arrivée de la détection du sous-marin renforce le secret, et ça devient le secret d'État, c'est le cœur du cœur. C'est pour ça d'ailleurs que ça remonte à la présidence de la République, ça ne serait jamais remonté. Et c'est pour ça que je dis que c'est là la coupe déborde, parce que c'est tellement énorme, tellement gros, que le président de la République, qui est politicien lui aussi, mais qui a un peu de bon sens, quand on lui montre ça, il trouve que c'est tellement énorme qu'il demande cette expertise indépendante. André Giraud, le nouveau ministre de l'Industrie fraîchement nommé, découvre le contrat. Il exige qu'une sommité scientifique examine le procédé. Son choix se porte sur Jules Horowitz, un physicien de très haut niveau qui travaille au CEA. Au même moment, un rapport d'un agent du SDEC est déposé sur le bureau du président de la République. L'agent prévient le président que des escrocs internationaux essaient de manipuler les dirigeants d'Elf pour leur soutirer de l'argent. Or, le SDEC n'est soi-disant pas au courant du projet X. À la fin de l'affaire, effectivement, le SDEC dit « Mais attendez, c'est très grave, c'est une escroquerie, vous vous êtes fait mener en bateau, nous on ne savait rien, si on nous avait demandé, etc. » Or, c'est là où il y a quand même, il doit y avoir plusieurs maisons dans la maison du père, à la piscine, parce que quand même, Jean Tropel était à l'évidence de la maison. Violet était à l'évidence de la maison. Les hommes de Tropel étaient à l'évidence de la maison. Alors, est-ce qu'ils étaient brevetés, est-ce qu'ils étaient... Moi, je ne sais pas, ça c'est leur problème interne. Chalandon et Guillaume sont excédés par la situation. Le procédé n'a donné aucun résultat et le transfert de savoir-faire ne se fait pas non plus. Ils vont tout de même inviter le tout nouveau ministre de l'Industrie, André Giraud, a participé à une démonstration de la machine sur la commune de Lac, mais André Giraud a été mis au courant par Valéry Giscard d'Estaing qu'il y avait un secret justement dans cette affaire. La démonstration est un fiasco. André Giraud est furieux. Il écrit à Giscard qu'il est persuadé qu'il s'agit d'une supercherie. C'est la première fois que le mot est prononcé. Jules Horowitz, le physicien du CEA envoyé par André Giraud pour évaluer les machines, entre en scène. Il discute longuement avec Aldo, qui lui révèle qu'il a volontairement saboté la démonstration de Lac pour protester contre ses conditions de travail. Et c'est là où Bonassolier est d'une intelligence absolument prodigieuse. Parce qu'à partir de cette affaire de Ruelle, jusqu'à la fin, jusqu'à l'expérience Horowitz, il va dire, moi j'étais sous la pression des services français, ils m'ont menacé. Ils m'ont menacé de mort si je ne venais pas en France. Et moi, je ne supporte pas une telle pression. Et à partir de tout ce que j'ai fait avant, c'était vrai. Mais à partir du jour où on m'a forcé sous la menace et la pression de venir en France, alors là, j'ai tout truqué et je me suis foutu de la gueule des services français. Horowitz lui répond qu'il ne demande qu'à le croire et lui propose de lui faire sa démonstration habituelle. Cette expérience qui consiste à visualiser des dessins à travers un mur. Aldo hésite, mais il est finalement forcé d'accepter. Horowitz a prévu de placer derrière le mur des objets déposés dans des enveloppes scellées. Ni Aldo, ni lui ne les ont vus. Les objets sont placés un par un derrière la cloison. La machine ne fonctionne pas.
elle reste subitement atteinte de cécité totale. La chose que je fais, je renvoyais un courant dedans de l'appareil, hors d'usage de tout. Après plusieurs essais infructueux, Horowitz sort de sa poche un objet simple, une petite réglette graduée, et propose à Aldo de la placer derrière le mur. Aldo accepte. Horowitz manipule son truc et on voit brusquement sortir du magnétoscope la photo de la règle. Tout le monde applaudit, vous voyez, et tout le monde va déjeuner. Et puis après le déjeuner, Horowitz revient en disant « Ah oui, mais il y a quelque chose que je n'ai pas très bien saisi ce matin. Est-ce que vous pourriez recommencer l'expérience? Je voudrais bien voir le mécanisme. » Tout le monde était dans l'euphorie du déjeuner, l'euphorie d'avoir montré que c'était pas une escroquerie, que c'était bon. Et c'est là où, profitant du temps du déjeuner, Horowitz a été placé à la place de la règle entière, une règle brisée. Tous les observateurs peuvent alors voir sur l'écran une superbe règle graduée en parfait état. Horowitz va sortir de derrière le mur la règle brisée en disant « on me raconte des histoires ». Il vient d'obtenir la preuve qu'Aldo Bonassoli truque les résultats de sa machine. Et c'est là où Bonassoli, je vous dis encore une fois, dit « mais voilà, très bien, bon, c'est pas du tout une supercherie. Là, je vous trompe depuis 2 ans, c'est vrai. Parce que depuis 2 ans, cette affaire qui était là pour sauver le monde, pour procurer de l'énergie au monde entier, aux plus pauvres, etc., est dévoyée et ça devient un outil militaire. Après le départ d'Aldo, les ingénieurs décident de démonter toutes les machines saisies. Et le résultat est à mourir de rire. Aldo Bonassoli est un illusionniste de talent. Le capteur Oméga est en réalité un ingénieux appareil d'illusionniste qui permet de faire apparaître une image dont la photocopie était préalablement introduite. On découvre ainsi dans le polarisateur de la machine Oméga, c'est-à-dire le soi-disant filtre, la photocopie d'une règle graduée. Mais c'est encore le capteur Delta le plus complexe. Les images étaient envoyées par un magnétoscope commandé par Bonassoli. Ces appareils étaient des générateurs d'effets spéciaux, tout simplement. Le gouvernement, bien entendu, est très ennuyé. Il ne veut surtout pas que l'affaire s'ébruite. Le drame, c'est qu'on n'a jamais su quel était le principe de base. Et d'ailleurs, si le système n'a pas perduré, c'est qu'il était mauvais. Le 23 juillet 1979, un accord est conclu. Philippe Devecq, qui agit pour le compte d'Alain de Villegas, rembourse les 250 millions de francs suisses reçus au titre du second contrat et signe une clause de retour à meilleure fortune de 43 millions de francs suisses qui correspond aux avances faites par Elf. Les actifs de la société du compte sont vendus. Les avions, les laboratoires, les hangars. Alors ça, cet accord est longuement négocié pour savoir quand on va rembourser, combien on peut rembourser, quelles sont les conditions de la liquidation. En mars 1984, Elf recevra un paiement complémentaire de 41 millions de francs suisses. Dans cette affaire, l'État français aura perdu plus de 100 millions de francs, 1 milliard d'anciens francs. La différence, si vous voulez, c'est entre les premiers et les deuxièmes contrats. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on fait le compte de ce qui était acheté, des canaux pour acheter toutes ces machines, ces ordinateurs énormes. À l'époque, on n'était pas dans les PC, il fallait des ordinateurs gigantesques pour faire ces calculs. Bon. À qui ça a rapporté, comment l'argent est passé, personne n'en saura jamais rien. L'expérimentation a dû coûter à peu près le prix d'une quinzaine de puits, d'une quinzaine de sondages. Ce qui est parfaitement acceptable, compte tenu des enjeux. Si ça avait marché, c'était parfaitement acceptable. Et je dirais que ça ne correspond jamais qu'une quinzaine de puits secs. Des puits secs, on en fait beaucoup. C'est oublier que l'administration est parfois tatillonne.
Et on a beau être une entreprise nationale, le fisc veille toujours. En septembre 1982, le sous-compte 636, intitulé « Frais d'études, de recherche et de documentation technique », intrigue un fonctionnaire des impôts. Il fait état d'un transfert de 500 millions de francs vers l'étranger. Le rapport de la Cour des comptes sur cette opération a disparu. Un journaliste du Canard enchaîné enquête. Ce qu'il découvre est hallucinant. C'est ainsi qu'il déclenche ce scandale en inventant l'appellation « les avions renifleurs ». Mais une histoire pareille, qui devient une affaire d'État, avec le fameux rapport de Beck, le président de la Cour des comptes, qui va être déchiré. Enfin, on arrive à des choses, mais absolument inouïes, que l'on avait rarement vues, et c'est pour ça que cette affaire est exemplaire. Le scandale aurait pu ne jamais sortir. Le gouvernement avait essayé de faire disparaître les preuves. Le juge d'instruction qui a été nommé très tardivement, a été nommé dans une affaire qui était en droit prescrite. Le délit d'escroquerie se prescrit par 3 ans. Lorsque le juge d'instruction a été nommé, le délit était prescrit. N'était pas prescrit, mais c'est assez très compliqué, le problème du recel d'escroquerie. Mais comme il ne peut pas y avoir de cumul des délits en France, Villegas ne pouvait pas être poursuivi. S'il était l'auteur principal ou le complice de l'escroquerie, il ne pouvait pas être poursuivi comme receleur. Juridiquement, c'est impossible. Il fallait donc trouver un receleur tiers, puis il n'y en avait pas. C'était pas Bonassoli. Alors le juge s'est arrêté là, parce que les receleurs tiers, après, il fallait... c'était plus... Les receleurs tiers n'étaient pas dans le camp des Belges, disons. Donc ça s'est arrêté là et il y a eu un non-lieu. On ne saura jamais pourquoi Aldo Bonassoli, farceur professionnel, mais certainement pas inventeur, a persisté dans ses mensonges. Mais pourquoi faisait-il ça? Il n'a pas gagné d'argent dans cette affaire. Je crois qu'aujourd'hui, il est aussi pauvre qu'avant. C'est peut-être un mythomane, je ne sais pas. Comment vous auriez réagi? Parce qu'il y a des gens qui disent « Monsieur Bonassoli est un escroc ». Oui, et journaliste. Journaliste. Oui, et moi je suis mal réagi de ça. C'est pour ça que pratiquement la commission d'enquête m'avait dit s'il era possible de faire un exposé vraiment scientifique. Moi je dis oui, je suis disposé à faire ça. Après il ne m'a dit plus rien. Dans cette affaire, chaque personnage avait un intérêt fort à croire à l'impossible. Il me semble que c'est une énorme supercherie. Supercherie qui a rapporté, qui a fait sortir de l'argent de Elf dans des conditions obscures. Mais il reste quand même cependant un grand mystère à résoudre. Pour que les tests effectués pour Elf n'échouent pas, il fallait que des informations exactes soient paramétrées dans la machine. Lorsque les survols aériens sont faits, c'est fait en présence de la sécurité de Elf. Or, si l'escroquerie naît, à ce moment-là, ça peut être, je dis bien que je ne sais pas, mais ça peut être tout simplement parce que les informations précises, géologiques précises, ont été fournies par des gens de Elf et mises dans la machine de Bonassoli. Il y avait donc une taupe qui travaillait chez Elf. Mais pour qui? Et le lien entre tout ça, le secret d'État, la défense nationale, la sécurité de Elf, tout ça, ça nous mène vers des gens qui sont généralement des gens, disons, d'action discrète. On peut se douter que c'est un coup monté des services secrets, mais de quel service secret? On ne sait pas. Est-ce que c'était une façon de faire une dérivation pour faire financer je ne sais quelle action discrète sur le temps, puisqu'il manque toujours un peu d'argent dans ces budgets, c'est possible. C'est une des pistes. Dans l'esprit de tous, il est évident que l'argent qui a disparu n'a pas servi qu'au seul financement des projets humanitaires du comte de Villegas. Quand on a refait les comptes de liquidation de Fisalma, quand les Fisalma étaient liquidés, il est apparu des dons extrêmement importants
ONG en Afrique, toujours d'ailleurs dans le problème de la recherche de l'eau. Les plus gros montants détournés ont été reversés à Maître Violet et Carlo Posanti. On revient au cercle Pinet et leur lutte contre le communisme. Écoutez, je ne sais pas, l'argent des groupes d'influence sert généralement à un certain nombre d'opérations. Il est certain que pendant la guerre froide, l'un des objectifs, c'était évidemment de dessouder l'adversaire, de même que la Stasi faisait la même chose dans les pays de l'Union européenne. Bon, on le voit bien en Allemagne. Donc c'était ce petit jeu, et évidemment existé, et évidemment ces réseaux-là ont eu un rôle extrêmement important dans la chute du mur de Berlin et dans la suite. Ça, c'est une évidence. Les membres du cercle Pinet ont besoin d'énormément d'argent pour alimenter la subversion des pays de l'Europe de l'Est. Ils ont été financés comment? Peut-être que l'argent des avions renifleurs a servi à ces réseaux qui étaient très proches de cette affaire, mais je ne sais pas. J'en ai pas la preuve. On a du mal à imaginer que tout ceci n'ait été qu'une blague et que ça a été trop loin. Est-ce que c'est une extravagance complète, avec une légèreté effrayante de ceux que l'on prenait pour de grands personnages comme Guillaume? Après tout, c'est une autre hypothèse que ce soit une histoire tellement énorme, tellement loufoque, que la loufoquerie couvrant de ridicule un nombre de personnages éminents, montrant finalement la vanité et la vacuité, disons, de l'action politique en même temps. On ait préféré jeter dessus une pelle de sable. C'est possible, je ne sais pas. À ma mort, normalement, il y aura toutes les données que vous avez vues sur les boucs. Ça sera de leur propriété. Bon, après, ils seront eux à les prendre tous et mettre ensemble, parce que là, c'est très important. Ça peut faire beaucoup de choses.